Marissa, âgée de 23 ans, pensait avoir trouvé un partenaire potentiel parfait en la personne de Luc, un garçon de 25 ans avec qui elle a commencé à discuter sur Tinder. L'alchimie semblait bonne et ils échangèrent bientôt des numéros pour continuer la conversation via des messages. Au début, ils discutèrent de musique et de sport, mais la conversation prit rapidement un ton plus intime. Marissa était sur la plateforme à la recherche de rencontres occasionnelles. En réalisant que Luc était également intéressé par le même type de relation, les choses se sont réchauffées. Après quelques échanges de messages, Luc a proposé à Marissa de lui rendre visite chez lui, précisant qu'il était seul à ce moment-là. Fait intéressant, il n'a fourni l'adresse qu'après avoir appris la région dans laquelle Marissa vivait, et elle se trouvait dans un endroit où elle pouvait facilement se rendre à pied. Malgré la confiance croissante, Marissa a demandé à téléphoner avant de confirmer la visite. Au cours de la conversation téléphonique, Luc avait l'air d'un jeune homme ordinaire et décontracté, faisant des blagues qui mettaient Marissa à l'aise. Déterminée à assurer sa sécurité, Marissa a décidé d'arriver tôt et de jeter un œil à la maison de Luc avant d'y entrer. D'un pas silencieux, elle a marché pendant environ 10 minutes jusqu'au quartier où il habitait. C'était une nuit sombre et silencieuse, de nombreuses maisons n'étaient pas éclairées et il n'y avait aucune voiture dans la rue. Lorsqu'elle s'est approchée de la maison de Luc, elle a remarqué quelque chose d'étrange. 2 voitures étaient garées dans le garage et une troisième dans la rue, à proximité. Ayant l'impression que quelque chose n'allait pas, Marissa hésita, le cœur battant. Le silence de la nuit semblait lui peser, et l'atmosphère autour de la maison semblait plus oppressante à chaque pas qu'elle faisait. Elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, son intuition lui criant de ne pas entrer. Ce qui semblait être un rendez-vous ordinaire et décontracté s'est maintenant transformé en un cauchemar imminent. Lorsque Marissa arriva devant la maison de Luc, quelque chose ne semblait vraiment pas normal. Les lumières étaient éteintes et la maison ne ressemblait pas à un endroit où un garçon serait seul. C'était le premier indice important que quelque chose n'allait pas. Elle retourna au coin et envoya un texto à Luc pour lui dire qu'elle y était presque. Luc a répondu rapidement, disant qu'il était un peu en retard et qu'elle pouvait marcher plus lentement. Marissa commença à ressentir un sentiment d'inconfort croissant, alors elle décida de faire une promenade plus longue, en attendant la confirmation que tout allait bien pour entrer. Alors qu'elle marchait, elle entendit le bruit d'une voiture qui approchait. En se retournant, il a vu une camionnette blanche, sans phares allumés, qui venait vers lui au coin de la rue. La peur l'a envahi, sans y réfléchir à 2 fois, Marissa a couru se cacher derrière une maison. De là, il regarda la camionnette se garer au bord de la rue, à quelques mètres seulement de l'adresse que Luc lui avait fournie. Le véhicule s'est arrêté et personne n'en est sorti. À ce moment-là, Marissa reçut un nouveau message de Luc. « D'accord, je suis prête. Faites-moi savoir quand vous êtes dans ma rue et je viendrai vous rencontrer. » Le cœur battant, elle a décidé de courir dans la rue, en essayant de ne pas attirer l'attention et en restant toujours près des maisons, loin du trottoir. Il a couru aussi vite qu'il a pu vers sa maison, bloquant le numéro de Luc et signalant le profil sur Tinder pour plus de sécurité. Le lendemain, Marissa et sa mère se rendirent à l'adresse indiquée par Luc. Lorsqu'ils ont frappé à la porte, une femme a répondu et a nié connaître des enfants. Effrayés et désorientés, ils se sont rendus au commissariat de police pour signaler ce qui s'était passé, inquiets de ce qui aurait pu arriver et de la sécurité de Marissa. Chaz parlait à 2 filles, selon lui, de son groupe d'âge. La conversation a commencé de manière légère et détendue. « Chaz, mon ami et moi pensons que tu es vraiment mignon. J'espère que ton amie est aussi une fille, NDR. Profil de la fille, elle l'est, ah. Chaz, super. D'où venez-vous alors? Profil de la fille, nous partageons nos emplacements. Ce n'est pas très loin. Autre profil, tu es occupé ce soir? Chaz, ouais, je vais rester avec vous 2. Profil de la fille, cool. Tu veux qu'on se retrouve vers 10h? Chaz, ouais, où habites-tu? Profil de la fille, en fait, nos parents sont à la maison. On peut se retrouver au parc. On peut trouver un logement là-bas. Chaz, je suis à la maison aussi. À quelle heure devrions-nous nous rencontrer? Profil de la fille,
Oui, ok. Quels sont vos numéros? Communiquons ici jusqu'à ce que nous nous rencontrions. Chaz, ah, je vois. Je dois gagner ta confiance. Profil de la fille, nous partons maintenant. Chaz, d'accord, samedi. Je serai là vers 22h10. Profil de la fille, parfait. Où souhaitez-vous vous rencontrer exactement dans le parc? Chaz, nous pouvons nous retrouver près de la statue sur le chemin de terre. C'est comme un chemin pour chiens. Il n'y aura personne si tard, donc nous pourrons trouver un meilleur endroit ensemble. Chaz, j'ai regardé sur la carte et je pense savoir comment y arriver. Je t'enverrai un SMS quand j'y serai. Profil de la fille, d'accord, Chaz. La conversation semblait bien se dérouler, mais la situation a pris une tournure sombre lorsque la réunion a été programmée dans un lieu isolé et peu fréquenté. Cela laissait un sentiment inconfortable, surtout compte tenu de ce qui était arrivé à Marissa. La situation de Chaz souligne l'importance de maintenir un haut niveau de prudence lorsque vous rencontrez des personnes que vous rencontrez en ligne et la nécessité de toujours choisir des lieux publics et sûrs pour ces rencontres. En arrivant au parc, Chaz a envoyé un message disant qu'il était déjà là, puis a envoyé un message de suivi, « C'est un peu effrayant, vous êtes déjà là ?» Ce fut le dernier contact qu'il établit avant que le profil ne disparaisse et qu'il se retrouve complètement seul sur un chemin de terre au milieu du parc, sans aucun signe de vie autour de lui. Chaz réalisa alors qu'il avait été trompé, mais il ne savait toujours pas s'il était tombé dans le piège d'une farce ou d'un véritable piège. Alors qu'il essayait de comprendre la situation, il a commencé à entendre des bruits étranges dans la forêt, des claquements de brindilles et de feuilles sèches indiquant que quelqu'un l'observait. Avec son téléphone portable en main, Chaz a utilisé la lumière de l'appareil pour éclairer le chemin menant au point de rendez-vous convenu, mais il a estimé que la situation devenait de plus en plus menaçante. Il a alors décidé de commencer à enregistrer des vidéos pour sa propre protection. Dans la vidéo, vous pouvez clairement voir que lorsqu'il braque sa lampe de poche sur les sons qu'il a entendus, une silhouette mystérieuse émerge de l'ombre et commence à courir vers lui. Paniqué, Chaz éteint la lumière et court dans les arbres pour se cacher. Lorsqu'il pense avoir réussi à perdre celui qui le poursuit, il reprend l'enregistrement. La vidéo continue de montrer sa tentative désespérée de s'échapper de la forêt et de regagner sa voiture, tandis qu'il enregistre pour avoir des preuves de tout incident qui pourrait survenir. Les images capturées montrent la tension croissante et la menace imminente, avec le bruit des branches qui se rapprochent de plus en plus. Chaz, désormais conscient de la gravité de la situation, a réussi à regagner la sécurité de sa voiture et a décidé de conserver l'enregistrement comme preuve. L'enregistrement nous rappelle sombrement la nécessité d'une extrême prudence et vigilance lorsque l'on rencontre des inconnus, en particulier dans des endroits isolés. Dans le pire des cas, Chaz a eu la chance de rentrer chez lui sain et sauf. Il a tenté de signaler le profil à Tinder sur la base des captures d'écran qu'il avait prises, mais la plateforme a répondu qu'elle n'avait trouvé aucun profil correspondant à la description ou aux photos fournies. De toute évidence, Chaz n'était pas préparé à faire face à une situation aussi suspecte. Le refus des profils de fournir des numéros et la rencontre nocturne dans un parc isolé étaient des signes évidents qu'il était tombé dans un piège. Heureusement, il a réussi à s'enfuir avant que la situation ne s'aggrave. L'histoire devient encore plus troublante lorsque la source du rapport révèle que la personne qui a fait le rapport n'était pas Chaz elle-même, mais une amie nommée Maddie. Le profil impliqué s'intitulait « Invincible » et prétendait être un groupe de personnes, dont un certain Chelsea, qui paierait entre 50 et 100 $ pour que quelqu'un donne un coup de pied à un homme spécifique dans la région de l'Aisne. L'histoire est racontée du point de vue de la jeune fille. Un jour, une de mes meilleures amies, Maddie, était sur Tinder lorsqu'elle est tombée sur ce profil. Apparemment, le profil était dédié à la recherche de personnes prêtes à donner un coup de pied à un homme à l'entrejambe en échange d'un paiement allant de 50 à 100 $. En raison de face aux difficultés financières causées par la pandémie, Maddie, qui avait besoin d'argent, a décidé de correspondre au profil. Bientôt, elle a reçu un message du profil, qui disait que plusieurs personnes étaient impliquées, dont un certain Chelsea. S'ils étaient réels ou s'il s'agissait simplement d'un canular, mais la situation semblait étrangement organisée et dangereuse.
Cette histoire met en évidence le danger potentiel qui peut provenir de faux profils et d'intentions cachées sur les applications de rencontres. Maddy, après avoir réalisé le caractère douteux du profil, a décidé de partager son expérience pour avertir les autres et contribuer à prévenir d'éventuels incidents similaires. L'histoire continue avec un sentiment croissant d'inconfort et de tension. Dans une petite ville de Pennsylvanie, Maddy, sceptique quant à son profil Tinder, a décidé de me proposer de la rejoindre. Le profil affirmait rechercher quelqu'un pour donner un coup de pied à un homme à laine en échange d'un paiement, affirmant qu'il s'agissait d'une vidéo YouTube. L'homme en question aurait perdu un pari dans un bar quelques semaines plus tôt. Même si j'étais également méfiant, j'ai accepté de l'accompagner pour m'assurer que si quelque chose n'allait pas, je pourrais la protéger. Le lendemain, nous nous sommes dirigés vers Clearfield, où le profil nous a donné une adresse qui nous menait à un hôtel aléatoire de la ville. L'atmosphère de l'endroit était déjà étrange. Pour ne rien arranger, Maddy n'avait jamais mentionné qu'elle amènerait quelqu'un avec elle. Nous sommes arrivés à l'hôtel et avons attendu environ 1 heure, voire un peu moins. Notre interlocuteur a fini par nous dire qu'il serait en retard et nous a demandé d'attendre. Après une longue attente, la personne nous a informé qu'elle était de retour en ville et nous a proposé de nous rendre directement chez elle au lieu de la rencontrer à l'hôtel. Cette proposition me mettait encore plus mal à l'aise, mais j'avais confiance en ma capacité à faire face à toute situation qui pourrait survenir. Le scénario commençait à se dérouler comme quelque chose de bien plus sinistre que ce que nous avions imaginé, chaque nouveau détail augmentant le sentiment que quelque chose n'allait profondément pas. La peur et la tension flottaient dans l'air alors que nous nous dirigions vers l'adresse indiquée, ne sachant pas exactement ce qui nous attendait. Nous sommes allés chez l'homme, en moins de 10 minutes, nous sommes arrivés sur les lieux. Au début, j'ai été soulagée de voir que l'adresse indiquée menait à une grande maison banale à côté de la route principale. Cependant, j'ai vite remarqué quelque chose de troublant, il y avait un étrange hangar à l'arrière de la maison, et un homme encore plus étrange se cachait sur le côté de la porte du hangar. Maddy a garé sa voiture devant l'entrepôt, à ma grande surprise, m'a demandé de rester dans la voiture, ce qui a immédiatement déclenché tous les signes avant-coureurs dans mon esprit. Malgré mon inquiétude, j'ai fait confiance à sa capacité à évaluer la situation et j'ai pris la décision d'attendre. La proposition de gagner de l'argent pour accomplir une tâche apparemment absurde me paraissait une opportunité tentante, mais la réalité s'avérait bien différente de ce à quoi je m'attendais. L'homme quitta le hangar et son apparence était encore plus inquiétante qu'auparavant. Il ressemblait à un spectre, mince et avec les cheveux jusqu'aux épaules, et clairement nerveux et agité, rien à voir avec son image de profil confiante sur Tinder. J'ai entendu Maddy demander s'il était acceptable d'avoir un compagnon pour assurer sa sécurité, et j'ai immédiatement remarqué un changement dans l'expression de l'homme. Son visage s'assombrit et il répondit avec hésitation, « Oui, je pense que ça va. » Sentant que quelque chose n'allait vraiment pas, je suis sorti précipitamment de la voiture, avec un couteau caché dans ma poche. À chaque pas que nous faisions vers l'entrepôt, le regret de notre décision devenait plus fort. Dès que nous sommes entrés dans l'entrepôt, ma peur n'a fait qu'augmenter. L'endroit était sombre et étouffant, et je commençais à me demander si notre curiosité et notre besoin d'argent valaient le risque que nous prenions. L'intérieur de l'entrepôt était aussi étrange que l'extérieur. Des ombres dansaient sur les murs et une odeur d'humidité et de désolation remplissait l'air. Maddy et moi avons échangé des regards nerveux, et le sentiment que quelque chose allait terriblement mal se passer n'a fait que grandir. Chaque pas que nous faisions résonnait de manière troublante, et la réalité selon laquelle nous étions impliqués dans quelque chose de beaucoup plus dangereux que ce que nous imaginions commençait à nous pénétrer. Le hangar était dans un état déplorable, couvert de terre et rempli d'objets aléatoires et de cartons empilés, avec des toilettes abandonnées dans le coin. L'homme, dont j'ai vite compris qu'il était toxicomane en raison de son comportement extrêmement nerveux et agité, était maintenant dans un coin, installant son ordinateur portable pour enregistrer l'événement. Pendant qu'il faisait cela, nous avons essayé d'avoir une conversation inconfortable pour apaiser la tension. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant. L'homme avait installé Snapchat sur son ordinateur, la même application par laquelle Chelsea nous contactait. C'était peut-être simplement de la paranoïa, mais quelque chose me disait qu'il pourrait en fait être Chelsea, utilisant un autre appareil pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Après avoir installé l'enregistrement,
L'homme semblait en colère et tendu, comme s'il doutait qu'il ait réellement l'intention de recevoir un coup de pied à l'aine. D'une voix rauque et pleine de mécontentement, il demanda, « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Fumez-vous » Il faisait référence à la marijuana. Même si nous en avions tous les deux l'habitude, nous avons dit non et que nous avions d'autres engagements. Maddie a rapidement pris l'argent qu'il lui avait proposé, soulagé, nous sommes partis. Même si pour beaucoup, cela ne semble pas alarmant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que si je n'avais pas été là, la situation aurait pu prendre une tournure beaucoup plus dangereuse. Après notre départ, Maddie a mentionné qu'avant notre arrivée, Chelsea avait proposé de nous rencontrer devant l'entrepôt, mais la proposition semblait encore plus suspecte. Cette expérience a servi de sombre avertissement quant au fait que dans des situations comme celle-ci, la prudence et la prudence sont essentielles. Le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas était palpable, et ma présence aurait pu faire la différence entre une nuit effrayante et une tragédie. Après avoir quitté l'entrepôt, Maddie et moi avons décidé de louer une chambre d'hôtel et de manger une pizza pour atténuer le stress de la nuit. Il est difficile de ne pas penser à ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas été là, mais je sais au fond de moi que quelque chose de bien plus sinistre se préparait. D'après le rapport de Maddie, on peut supposer que l'homme que nous avons trouvé dans l'entrepôt n'était pas le même homme sur la photo de profil et que Chelsea n'a probablement jamais existé. Maddie et son ami ont fait preuve d'intelligence pour affronter la situation ensemble, car la sécurité et le nombre peuvent faire toute la différence. Cette expérience nous rappelle sinistrement que dans le monde des rencontres en ligne, on ne peut jamais être trop prudent. La dernière histoire illustre pourquoi la vigilance est cruciale lorsque vous traitez avec des personnes que vous rencontrez via des applications de rencontres. Jérémy a partagé son expérience avec un profil Tinder. Il a rencontré une fille nommée Mia qui était dans la même classe de son école. Voici un résumé du déroulement de leur conversation. Salut, combien de temps? Commença Jérémy. Et? Répondit Mia. Comment as-tu été? Pas mal. Et toi? Je vais bien, je travaille juste beaucoup. Parles-tu encore à quelqu'un à l'école? Pas beaucoup. J'étais content que le lycée soit fini. Dit Mia. Moi aussi. C'est drôle que nous n'ayons parlé que quelques fois à l'école. Vrai. Peut-être devrions-nous rattraper le temps perdu. Je suis d'accord. Avez-vous Snap? Jérémy a fourni son nom d'utilisateur Snapchat et ils ont continué la conversation là-bas. Bien que Jérémy n'ait pas pris de capture d'écran des conversations Snapchat, la communication s'est poursuivie avec des discussions sur la vie après l'école et d'autres sujets personnels. L'histoire de Jérémy nous rappelle que même avec les personnes que vous connaissez, la prudence et le bon sens sont essentiels lorsqu'il s'agit de rencontres en ligne et d'interactions numériques. Jérémy et Mia ont commencé à parler de se rencontrer en personne et ont décidé de se rencontrer dans un parking vide derrière un centre commercial, un endroit où personne ne va la nuit. Jérémy était prêt à partir presque immédiatement, tandis que Mia a déclaré qu'elle ne pourrait pas arriver avant au moins 1h30, affirmant qu'elle était avec des amis et qu'elle ne pouvait pas les quitter. Ils ont convenu de se rencontrer à minuit. Jérémy est arrivé au parking en seulement 5 minutes puisqu'il habitait dans la même ville. Il a attendu environ 20 minutes dans sa voiture, recevant des messages s'excusant du retard de Mia. Soudain, il a vu des phares s'approcher lentement et s'arrêter non loin de sa voiture. Mia a envoyé une photo de la voiture en disant « Je pense que je te vois ». Jérémy est sorti de la voiture, mais s'est vite rendu compte que la voiture qu'il attendait ne correspondait pas à la Jeep Cherokee présentée sur le profil Instagram de Mia et semblait être une petite Honda ou Hyundai. Méfiant, Jérémy est retourné à la voiture et a essayé d'envoyer un message à Mia sur Instagram, lui demandant de sortir de la voiture et de se montrer en premier. La réponse a mis du temps, et quand elle est finalement arrivée, elle a dit « Je ne veux pas, il fait si froid dehors ». Que se passe-t-il? Cela n'a fait qu'augmenter le sentiment que quelque chose n'allait pas. Jérémy a décidé de quitter le parking et de rentrer chez lui, mais la voiture le suivait en klaxonnant derrière lui. Pour perdre son poursuivant, Jérémy s'est engagé sur l'autoroute, et la voiture derrière lui a disparu. Il s'est arrêté sur le bord de la route pour bloquer leur compte Snapchat, mais a découvert qu'il l'avait déjà fait avant lui. De retour chez lui,
il reçut un message direct de Mia. La conversation qui a suivi a été la suivante. Jérémy, bonjour, ça peut paraître vraiment bizarre, mais est-ce qu'on s'est mis d'accord pour se rencontrer sur Tinder? Mia, salut. Je ne sais pas par où commencer. C'est une longue histoire. Je me suis arrangée avec quelqu'un se faisant passer pour toi, et on a parlé un moment de l'école. J'ai vraiment cru que c'était toi. J'ai fini par aller rencontrer le personne sur le parking, mais la voiture n'était pas ta Jeep, alors je suis partie. Jérémy a envoyé des captures d'écran de la conversation avec le faux profil, et cette rencontre potentiellement dangereuse nous rappelle encore une fois à quel point il est crucial d'être prudent lors de l'organisation de réunions avec des personnes que nous rencontrons en ligne. Gab Tosi n'était pas le type habituel de Warina, il ressemblait à un homme qui passait trop de temps sur son apparence, mais il y avait quelque chose en lui qui lui rappelait Sam Winchester, l'un de ses personnages préférés de Supernatural. Gab a commencé la conversation avec un message incroyablement direct, « Tu as l'air délicieux. Je veux faire des choses sales avec toi. » Warina a répondu par une question ironique, « Est-ce que cela fonctionne habituellement pour vous ?» Gab a poursuivi la conversation sexuelle en disant, « Peux-tu être un pervers au lit ?» Warina, sans grand intérêt, répondit, « Probablement pas, ça dépend. » Gab voulait savoir de quoi cela dépendait et Warina a répondu, « Ce que j'ai bu, NDR. » Gab, sans perdre un instant, suggéra, « Buvons ensemble. Je suis une star du porno. » Après quelques échanges de messages et une semaine de conversation, Warina a donné son numéro à Gab. Ils se sont donné rendez-vous au Cavil Mall, où ils ont passé la nuit à boire beaucoup. Des images de caméras de sécurité de plusieurs établissements ont montré le couple quittant le centre commercial, entrant dans un café en plein air et achetant un pack de 6 bières dans un magasin voisin. Ils se sont ensuite rendus à l'appartement de Gab au 14e étage des appartements Avalon. Cette nuit-là, Gab a pris plusieurs photos du couple souriant et riant dans l'appartement et sur le porche. Cependant, ce qui semblait être une nuit ordinaire s'est transformé en tragédie lorsque Warina est tombée morte du balcon quelques heures plus tard. Gab a enregistré l'audio de toute la nuit avec Warina, y compris la confrontation qu'ils ont eue à la fin de la nuit. Lors du procès de Gab, l'enregistrement a été présenté comme preuve. On a découvert que Gab avait l'étrange habitude d'enregistrer toutes ses rencontres avec des femmes. Après le sexe, l'audio montre Warina devenant de plus en plus erratique et agressive envers lui. Au fur et à mesure que la nuit avance, Gab semble tenter de calmer la situation, mais la tension entre eux augmente. L'enregistrement a révélé des détails troublants qui ont contribué au procès et a montré à quel point la situation était devenue incontrôlable avant la tragédie finale. Gab a enregistré toute la nuit, y compris la confrontation finale dramatique et troublante avec Warina. À mesure que la situation se détériorait, il devenait de plus en plus agressif et dominateur. Warina, terrifiée, a supplié de partir, mais Gab l'a enfermé dehors sur le porche. L'enregistrement révèle un dialogue tendu et menaçant entre les deux. Warina, la panique dans la voix, « Laisse-moi partir, je veux juste rentrer à la maison. » Gab, froidement, « Je ne te laisserai pas partir. Tu es trop saoul. » Warina essaie désespérément, « S'il vous plaît, laissez-moi rentrer à la maison. J'ai perdu mon téléphone, comment puis-je appeler quelqu'un ?» Gab, d'un ton cruel, « Vous n'avez pas votre téléphone ? » Je n'ai pas touché votre téléphone. Quelqu'un a dû le voler. Warina, pleurant et criant, « Tu as volé mon téléphone. Je n'aurais pas dû te donner autant à boire. Je voulais juste m'amuser. Où est mon téléphone ? Où est-il ? » Gab, agité et menaçant, « Tu fais un scandale. Je ne mérite pas ça. Juste parce que tu es ivre, je ne descends pas. J'ai beaucoup d'argent, ce n'est pas drôle. » Warina, hors de contrôle, « Tu me fais peur. Tu m'as frappé sans raison. Sérieusement, c'est fou. » Gab répond par une menace brutale, « Tu as de la chance que je ne t'ai pas jeté du balcon. Tu trouves ça drôle ? Tu penses que tu peux faire ce que tu veux ? » Il continue d'insulter et de menacer Warina, affirmant qu'elle est déraisonnable et le traitant de « psychopathe ». Le ton de la conversation devient de plus en plus sombre et viol,
Gable proférant des menaces explicites et montrant son mépris pour la sécurité et le bien-être de Warina. L'enregistrement révèle la gravité de la situation et la nature cruelle de Gable. Non seulement il a manipulé et maltraité Warina, mais il a également documenté sa terreur et son agonie, ce qui ajoute une couche encore plus inquiétante à l'affaire. L'enregistrement a été un témoignage crucial qui a contribué à révéler le vrai visage de Gable et l'horrible expérience que Warina a vécue avant la tragédie finale. Dans l'enregistrement, Gable parle à son père peu de temps après l'incident. « Papa, je pense que j'ai des ennuis. Je suis sorti avec une fille ce soir et ça a vraiment mal tourné. Au début, tout allait bien, nous avons fait l'amour et ensuite nous avons continué à boire. Elle est devenue très agressive et c'est devenu fou. » Gable continue, essayant d'expliquer sa version des événements. Elle a commencé à agir de manière irrationnelle, à crier et à m'accuser de choses que je ne faisais pas. Je l'ai enfermée sur le balcon parce qu'elle créait le chaos dans l'appartement. Je voulais juste qu'elle se calme. Cependant, l'enregistrement révèle que Gable tente de minimiser sa responsabilité. « Je ne l'ai pas poussée, papa. J'ai juste verrouillé le porche pour qu'elle ne cause plus de problèmes. Je ne sais pas ce qui n'a pas fonctionné, mais elle a essayé de s'échapper et a fini par tomber. » Au cours du procès, l'avocat de la défense de Gable a soutenu que Warina était tellement ivre qu'elle n'avait aucun contrôle sur ses actes. Ils ont affirmé que la décision de grimper sur le balcon était une tentative désespérée d'échapper à la situation, une situation que la défense a qualifiée de hors de contrôle en raison de l'état d'ivresse de Warina. D'un autre côté, l'accusation a soutenu que Gable avait agi de manière agressive et coercitive, créant un environnement de peur qui a poussé Warina à tenter de s'échapper, entraînant sa chute mortelle. Ils ont fait valoir que la gravité des actes de Gable, notamment son emprisonnement et son comportement menaçant, avaient directement contribué à la tragédie. En fin de compte, Gable a été acquitté de toutes les accusations, laissant de nombreuses personnes s'interroger sur l'équité de l'affaire et sur le traitement des victimes dans des situations similaires. La tragédie de Warina et l'issue controversée du procès soulèvent d'importantes questions sur la sécurité, la responsabilité et l'impact d'un comportement abusif dans les relations et les fréquentations. Au moment où Gable parlait à son père, la scène autour de lui était loin d'être paisible. Il a exprimé un mélange de confusion et de désespoir, essayant de justifier ses actes et de nier toute responsabilité directe dans la tragédie qui s'est déroulée. Gable a répété qu'il n'avait pas poussé Warina, mais l'avait simplement enfermée sur le balcon après une intense bagarre, et s'est plaint du chaos qui a suivi, mentionnant la présence de la police et le sentiment d'être injustement accusé. Ces paroles étaient une tentative de détourner sa responsabilité, affirmant que la situation était hors de contrôle et qu'il essayait simplement de gérer la situation comme il le pouvait. Le détail troublant de l'enregistrement était la mention de « tas éparpillé » et la répétition du sentiment d'injustice. Gable semblait désespéré et frustré, un comportement qui soulève de nouveaux doutes quant à son implication réelle dans la mort de Warina. Les plaintes concernant des « tas éparpillés » et la confusion générale entourant l'affaire ont contribué au sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas, en particulier lorsque les voisins ont signalé des bagarres fréquentes et des disputes bruyantes venant de l'appartement de Gable. L'affaire a eu un impact public énorme, beaucoup pensant que Gable était responsable de la mort de Warina et exprimant leur indignation face à son acquittement. Un sentiment d'injustice prévalait et beaucoup estimaient que le système judiciaire n'avait pas réussi à rendre justice aux victimes. L'histoire de Joy Pipil, en revanche, est un récit de changement et de renouveau. Joy, une infirmière de 39 ans originaire de Sydney, en Australie, avait récemment vécu un divorce compliqué. Pour certains, le divorce est une phase douloureuse et difficile, mais pour Joy, cette étape de la vie se transformait en opportunité pour un nouveau départ. À travers les difficultés émotionnelles et la tristesse qui accompagnent souvent une rupture, Joy a trouvé un nouvel espoir et un nouveau but. Au lieu de se vautrer dans l'amertume, elle a commencé à voir la rupture comme une chance de recommencer, d'atteindre de nouveaux horizons et d'investir en elle-même d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Son histoire nous rappelle que, malgré l'adversité, il est possible de trouver de nouveaux chemins et de l'espoir, même lorsque tout semble s'effondrer.
Pour Joy, la vie après le divorce n'était pas seulement une question de rétablissement, mais aussi d'embrasser un nouveau départ avec optimisme et détermination. Le scénario était dévastateur. Le restaurant barbecue coréen, un lieu censé être un lieu de rendez-vous agréable, s'est transformé en le théâtre d'une attaque brutale. Joy, dans une tentative de recommencer sa vie après un divorce douloureux, s'est retrouvée au milieu d'un cauchemar inimaginable. L'acte d'Alexandre n'était pas seulement une violence physique, mais aussi une manifestation grotesque d'une rancune profondément enracinée et une tentative de détruire la nouvelle vie que Joy essayait de construire. L'attaque a commencé quand Alexander, avec un air furieux, s'est approché de Case, le nouvel amour de Joy. La surprise et le choc étaient palpables lorsqu'il s'est approché, et sans aucun avertissement, a attrapé Case par le cou et l'a poignardé à plusieurs reprises avec un poignard. Joy, effrayée et désespérée, a tenté d'intervenir et d'empêcher la situation de dégénérer, criant à Alexander d'arrêter, mais ses cris ont été ignorés au milieu du chaos et de la violence. Après avoir attaqué Case avec une fureur incompréhensible, Alexander tourna sa colère contre Joy, lui infligeant 2 coups fatals. Les cris de panique et la scène d'extrême violence dans le restaurant ont provoqué une vague de panique parmi les clients et les employés. Case, grièvement blessé, tenta de se relever, mais la force brutale d'Alexandre resta implacable. Au cours d'une série d'attaques vicieuses, il a poignardé Case 11 fois, une scène qui semblait inhumaine et dérangeante à tous ceux qui en étaient témoins. Le dernier acte d'Alexandre fut marqué par une froideur calculée. Après le massacre, il est sorti calmement du restaurant, laissant une traînée de sang et de souffrance. Joy, la peur au cœur, essaya de s'enfuir, mais Alexandre, après un bref instant de poursuite, semblait avoir changé d'avis, la laissant s'échapper. L'attaque a été un coup dévastateur pour Joy, qui luttait pour reconstruire sa vie et prendre un nouveau départ. Alexandre a non seulement détruit pour elle une nouvelle opportunité de bonheur, mais il a également laissé une marque indélébile dans sa vie et celle de ceux qui l'entourent. Case, qui essayait de jouer un rôle positif dans la vie de Joy, a été tragiquement arraché à sa vie, et la brutalité de l'attaque a laissé une profonde cicatrice dans la mémoire collective des personnes présentes et des proches impliqués. La violence et la terreur de cet événement montrent à quel point le passé peut hanter le présent de manière inattendue et horrible. La lutte de Joy pour retrouver ses marques après l'attaque et l'impact durable de ce traumatisme sur sa vie sont un rappel douloureux de la fragilité de la sécurité personnelle et de la nécessité de confronter le passé pour rechercher un avenir plus sûr et plus plein d'espoir. Alexander a été reconnu coupable de meurtre, et lors de son procès, a révélé des détails troublants sur sa personnalité et les circonstances qui l'ont conduit à commettre le crime. L'enquête a montré que son comportement viol n'était pas un événement isolé, mais un schéma qui s'est répété au fil des années. Son arrestation et sa condamnation ont été un soulagement pour la communauté et pour Joy, qui tentait de se remettre d'un traumatisme inimaginable. Au cours du procès, Joy a partagé son récit douloureux de la relation abusive qu'elle entretenait avec Alexander. Elle a décrit un cycle de contrôle et de violence, dans lequel toute tentative de se libérer aboutissait à des menaces et à des abus. La révélation selon laquelle Alexander avait promis de tuer Joy si elle commençait à sortir avec un autre homme démontrait la profondeur de son ressentiment et de son contrôle sur elle. La recherche d'une vie meilleure et la tentative de Joy de reconstruire sa vie ont été profondément marquées par la violence brutale qu'elle a subie. Alexander a affirmé pour sa défense qu'il était toujours rempli de colère et de ressentiment, ce qui lui rendait difficile d'exprimer de véritables regrets. Ce sentiment de colère, mêlé à un sentiment d'injustice et de vengeance, a clairement été un facteur qui a alimenté sa décision d'attaquer Case et Joy. Son absence de regret et sa justification du crime n'ont fait que souligner le caractère inquiétant de sa personnalité. L'affaire a déclenché un débat sur la violence domestique et sur l'importance de briser le cycle des abus avant qu'il ne se transforme en tragédie encore plus grave. Joy, malgré ses blessures physiques et émotionnelles, a fait preuve d'une force remarquable pour survivre et demander justice. Son histoire nous rappelle sombrement les conséquences des abus et le besoin urgent de soutenir et de protéger ceux qui sont à risque. Le cas de Joy et Alexander souligne l'importance de prêter attention aux signes d'abus et de créer des réseaux de soutien pour ceux qui sont en danger.
Les victimes sont souvent confrontées à de grandes difficultés pour se libérer, et la société doit être plus consciente et préparée à offrir un soutien et des ressources afin qu'elles puissent s'échapper et se rétablir en toute sécurité. Avec un homme appelé Liam. Liam avait l'air amical et attrayant, avec des photos le montrant dans diverses aventures en plein air et avec un large éventail d'amis. Sa description était celle d'une amoureuse de la nature qui adorait explorer la Nouvelle-Zélande, ce qui semblait parfait pour quelqu'un comme Grace qui recherchait une connexion locale pendant son voyage. Liam a immédiatement envoyé un message à Grace, lui souhaitant la bienvenue en Nouvelle-Zélande et lui suggérant de se retrouver pour prendre un café ou se promener dans la ville. Grace, enthousiaste à l'idée d'explorer Auckland avec l'aide d'un local, a accepté l'invitation et ils ont organisé une réunion pour l'après-midi du 1er décembre. Le jour du rendez-vous, Grace s'est habillée pour l'occasion et a rencontré Liam dans un café populaire du centre d'Auckland. Le rendez-vous a commencé de manière prometteuse, les deux s'entendant bien et parlant de leurs expériences de voyage et de leurs intérêts communs. Liam semblait vraiment intéressé et attentif, et Grace s'amusait. Après le café, Liam leur a suggéré d'aller se promener dans un parc voisin. Au cours de la promenade, Liam a fait quelques commentaires qui semblaient au départ inoffensifs, mais qui sont vite devenus un peu déstabilisants. Il a mentionné avec désinvolture à quel point il aimait essayer de nouvelles choses, et comment il rencontrait souvent des gens via des applications de rencontres. Grace remarqua qu'il était un peu plus insistant que prévu dans sa conversation, mais pensa que cela pourrait simplement être un moyen de mieux se connecter. Alors que la nuit approchait, Liam leur proposa d'aller à une fête qui avait lieu chez un ami. Grace hésitait, mais Liam insista, affirmant que ce serait une excellente façon de rencontrer plus de gens et de s'amuser. Grace accepta et ils se dirigèrent vers la fête. Lorsqu'elles arrivèrent à la maison, Grace se retrouva dans un environnement un peu différent de ce à quoi elle s'attendait. La maison était pleine de gens qui semblaient un peu incontrôlables, avec de la musique forte et une consommation excessive d'alcool. Liam semblait très à l'aise et commença à s'éloigner de Grace, se fondant dans le groupe et la laissant seule. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Grace remarqua que Liam agissait de plus en plus étrangement. Il a commencé à lui poser des questions personnelles, à un moment donné, a tenté de la toucher de manière inappropriée. Grace se sentit mal à l'aise et décida qu'il valait mieux sortir de là. Lorsqu'elle a essayé de lui dire au revoir et de quitter la fête, Liam l'a arrêtée, insistant pour qu'elle reste un peu plus longtemps. Grace, se sentant menacée et mal à l'aise, a finalement réussi à quitter la fête et s'est dirigée vers la rue, essayant de trouver un taxi ou un moyen de transport pour rentrer à son auberge. Cependant, Liam l'a suivie et a essayé de la convaincre de revenir, disant qu'il voulait juste s'assurer qu'elle rentrait chez elle saine et sauve. Sentant que la situation devenait de plus en plus dangereuse, Grace a réussi à s'éloigner de Liam et a finalement pu prendre un taxi pour rentrer à l'auberge. L'expérience a profondément ébranlé Grace et elle a commencé à se demander si elle n'aurait pas dû être plus prudente dès le début. Même si la situation n'a pas dégénéré en quelque chose de plus grave, elle a estimé qu'elle aurait pu éviter une situation dangereuse si elle avait prêté plus d'attention aux signes avant-coureurs. Grace a décidé que même si elle continuerait à explorer de nouveaux endroits et à rencontrer de nouvelles personnes, elle prendrait des précautions beaucoup plus strictes pour assurer sa sécurité. Pendant ce temps, Grace a envoyé un texto à une amie pour lui dire que le rendez-vous se passait bien et qu'elle se connectait avec Jessie. L'amie a remarqué que Grace était de bonne humeur et ne semblait pas avoir de raison de s'inquiéter. Cependant, après ce message, le contact de Grace avec le monde extérieur cessa brusquement. Le lendemain, le 2 décembre, Grace n'a pas répondu au message de joyeux anniversaire de sa famille et de ses amis. Son absence prolongée et l'absence de réponse au contact ont alarmé sa famille qui, après une série de tentatives infructueuses pour la joindre, a décidé d'informer la police d'Auckland de sa disparition. Les autorités ont commencé à enquêter sur l'affaire en analysant les images de vidéosurveillance disponibles. Le dernier enregistrement confirmé de Grace a eu lieu au Sky City Casino, où elle est restée jusqu'à environ 23 heures. La caméra de sécurité du lieu a montré Grace quittant le casino seule et se dirigeant vers ce qui semblait être une zone plus isolée et moins peuplée de la ville. L'enquête a révélé qu'après avoir quitté le casino, Grace a été vue en train de rencontrer Jessie à proximité.
La présence de Jesse a été confirmée par des images de vidéosurveillance le montrant monter dans un véhicule dans la même zone, et dans certaines images, Grace pouvait être vue monter dans la voiture avec lui. La police a pu localiser le véhicule jusqu'à une zone périphérique d'Auckland, où la scène est devenue de plus en plus sombre. La voiture de Jesse a été retrouvée abandonnée dans une zone boisée dense. À l'intérieur du véhicule, les autorités ont trouvé des signes de lutte et plusieurs objets personnels de Grace, notamment son sac à main et l'un de ses téléphones portables. Cela a soulevé de sérieuses questions sur ce qui aurait pu se passer après la rencontre avec Jesse. La police a interrogé Jesse, qui a affirmé que Grace était sortie de sa voiture et avait décidé de rencontrer des amis à un autre endroit. Cependant, il n'a pas été en mesure de fournir des détails cohérents sur ce qui s'est passé ensuite. Ses déclarations étaient contradictoires et évoquaient des soupçons sur son rôle dans la disparition de Grace. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, il a été découvert que Jesse avait des antécédents de comportement suspect et des antécédents d'interaction problématiques avec d'autres personnes. Cela a accru l'attention de la police sur son lien avec la disparition de Grace. Alors que les autorités poursuivaient l'enquête et cherchaient des indices pouvant permettre de localiser Grace, la communauté locale, ses amis et sa famille ont maintenu la pression pour qu'elle soit retrouvée. La recherche de Grace s'est intensifiée, des volontaires rejoignant les équipes de recherche et des efforts étant déployés pour diffuser la nouvelle de sa disparition. Le cas de Grace a mis en évidence les risques associés à la rencontre avec des inconnus et l'importance de maintenir la communication et la sécurité, en particulier lorsque l'on voyage dans des endroits inconnus. La recherche continue de réponse est devenue une priorité pour les autorités alors que le monde de Grace continuait de basculer dans l'espoir de la retrouver et de la ramener à la maison. Quelqu'un avait vu Grace ces derniers jours. Lorsque personne n'a confirmé avoir vu Grace, il est retourné à son appartement et a été revu portant le grand porte-bagages à l'extérieur. Jesse est ensuite retourné à sa voiture de location et s'est rendu dans un endroit isolé à la périphérie d'Auckland. Cette nuit-là, il a été vu rentrant seul à l'appartement, sans le grand porte-bagages. La police a commencé à reconstituer les mouvements de Jesse et a trouvé plusieurs incohérences dans ses déclarations. Les produits de nettoyage qu'il a achetés, le comportement étrange lors du rendez-vous avec le deuxième rendez-vous et les nouveaux bagages ont suscité plusieurs soupçons. Le comportement de Jesse semblait de plus en plus suspect aux autorités. Les enquêteurs ont pu localiser la voiture de location de Jesse jusqu'à une zone boisée isolée, où ils ont trouvé des preuves suggérant que quelqu'un avait été traîné ou emmené. Cependant, il n'y avait aucun signe direct de Grace. Jesse a ensuite été interrogé par la police sur ses activités dans les jours qui ont suivi la disparition de Grace. Lors de son interrogatoire, il a donné un récit incohérent de ses actes et a semblé anxieux. Pendant ce temps, l'enquête s'est concentrée sur la recherche d'indices pouvant permettre de localiser Grace. L'implication de Jesse dans des rencontres avec plusieurs personnes et ses actions étranges après la disparition de Grace ont éveillé encore plus de soupçons à son sujet. La communauté était sous le choc et la pression pour trouver Grace et apporter des réponses augmentait chaque jour. La recherche de Grace s'est intensifiée, les autorités examinant davantage d'images de vidéosurveillance et suivant les nouvelles pistes qui ont émergé. L'espoir de retrouver Grace et de comprendre ce qui s'est réellement passé est resté une priorité pour toutes les personnes impliquées dans l'enquête. Il a réussi à emprunter une machine à nettoyer les tapis, Rig Doctor, à l'hôtel et l'a emporté dans son appartement, où il a passé quelques heures à l'utiliser. Peu de temps après, il est apparu à nouveau sur les caméras de sécurité, transportant cette fois un chariot à bagages d'hôtel chargé de sa nouvelle valise et de plusieurs autres petites valises. Il a ensuite emmené le chariot à bagages jusqu'au véhicule de location et a tout chargé à l'intérieur. Le lendemain matin, vers 7 heures du matin le 3 décembre, Jesse s'est rendu dans un magasin voisin et a acheté une nouvelle pelle. Il est retourné à l'immeuble peu après 9 heures du matin et s'est arrêté au hasard dans une benne à ordures pour y jeter quelques objets. Il s'est ensuite rendu dans une blanchisserie pour nettoyer quelques vêtements et a emmené sa voiture de location pour qu'elle soit soigneusement nettoyée. La police l'a retrouvé quelques jours plus tard et l'a interrogé. Les autorités pensaient que Jesse était impliqué d'une manière ou d'une autre, en raison de la quantité importante de preuves retenues contre lui.
Au cours de l'interrogatoire, Jesse a tenté de justifier son comportement et les achats qu'il avait effectués après avoir rencontré Grace. Il a expliqué qu'il avait peur de rencontrer quelqu'un qui n'était pas celui qu'il prétendait être et a utilisé l'excuse qu'il avait vu de nombreux cas de catfishing à la télévision. Jesse a mentionné qu'il avait décidé de rencontrer Grace à Sky City parce qu'il y avait beaucoup de monde au cas où la personne ne serait pas celle qu'elle prétendait être. Cependant, les explications de Jesse ont été jugées insuffisantes et son comportement est devenu de plus en plus suspect. Ses préparatifs méticuleux pour la réunion et le nettoyage qui a suivi suggèrent fortement qu'il avait quelque chose à cacher. Le temps écoulé entre ces actes et la disparition de Grace a soulevé de sérieuses questions. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les autorités se concentraient sur la reconstitution des derniers instants de la vie de Grace. Les images des caméras de sécurité, les achats de Jesse et les déclarations des témoins ont aidé à monter le dossier contre lui. Les produits de nettoyage et la nouvelle valise ont été examinés à la recherche de preuves médico-légales qui pourraient révéler ce qui est arrivé à Grace. Jesse a finalement été accusé du meurtre de Grace, et les preuves contre lui ont conduit à sa condamnation. L'affaire a attiré l'attention sur le côté sombre des rencontres en ligne, soulignant la nécessité de vigilance et l'importance de la sécurité dans les interactions virtuelles. Cette issue tragique nous a rappelé brutalement les dangers potentiels associés au fait de rencontrer des inconnus via des applications de rencontres. L'interrogatoire de Jesse s'est poursuivi alors que les policiers effectuaient une fouille détaillée de son appartement à l'aide d'un mandat de perquisition obtenu en urgence. Malgré les tentatives de nettoyage de Jesse, les enquêteurs ont pu découvrir des traces de sang sur les bords de la moquette de l'appartement grâce au luminol. Jesse a été de nouveau interviewé le 7 décembre, 2 jours seulement après la première interview. Dans cette nouvelle interview, son histoire a commencé à changer. Il a décrit comment il avait acheté une pelle, s'était rendu dans un endroit isolé, avait creusé un trou, puis avait placé la valise contenant le corps de Grace et avait recouvert le trou. Il a également mentionné avoir jeté les objets personnels de Grace à la poubelle à Albert Park. Au cours de l'interrogatoire, Jesse a nié avoir causé des blessures mortelles à Grace et a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. Cependant, les preuves et les changements dans son histoire ont conduit à une accusation formelle de meurtre. Lors de sa garde à vue, de nouvelles preuves ont été découvertes. Les photos que Jesse a prises de Grace avant de la mettre dans la valise, ainsi que son historique de recherche Google et les données GPS de son téléphone portable, ont conduit les enquêteurs dans la zone montagneuse où la valise contenant le corps de Grace a été retrouvée enterrée. Jesse a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie avec une période minimale de non-libération conditionnelle de 17 ans. Alors qu'il purgeait sa peine, 2 nouvelles victimes ont émergé, accusant Jesse d'agression sexuelle après l'avoir rencontré sur Tinder. En octobre 2020, Jesse a été reconnu coupable de 8 chefs d'accusation supplémentaires liés à ces infractions et a été condamné à une peine supplémentaire de 11 ans, à purger en plus de la peine à perpétuité qu'il purgeait déjà. Jesse Hickson est actuellement incarcéré à la prison d'Aund, en Nouvelle-Zélande, où il purgera sa peine pour le reste de sa vie.